Donc, en effet, je vais vous parler plus de l'IRM. On aura peut-être quelques diapos qui vont se retrouver avec Philippe. Là, c'était pour parler un peu de la physiopathologie de la dysfonction myocardique dans la cardiopathie ischémique avec bien sûr la sidération, l'hibernation que vous connaissez bien, et cette partie-là qui est la cicatrice. Donc la cicatrice laissée d'une part par la nécrose et l'ischémie, et d'autre part cette hibernation qui dure longtemps et qui commence à fabriquer aussi de la fibrose, cette fibrose qui va se voir ou pas se voir, il ne sera pas toujours facile à détecter, mais qui va freiner sans doute la récupération post-vascularisation et aussi de l'apoptose avec un VG qui va devenir plus faible et moins bien récupéré. Et là où l'IRM, en effet, est assez attendu. Donc, quelles sont les questions auxquelles devrait répondre un bon examen, disons, qui va s'intéresser à la viabilité? D'une part, c'est de détecter la nécrose et la cicatrice, de voir son étendue, la sévérité des segments nécrosés, de voir aussi son étendue transmurale pour voir si, on va le voir, ça a son importance pour dire si cette région est viable ou pas, de voir la dysfonction, et Philippe a montré tout ce côté de réserve contractile et l'importance de cette notion, de voir s'il y a la fibrose myocardique qui est associée, et donc de faire de la caractérisation tissulaire en gros, et de voir le pronostic après revascularisation. Et comme dit Nagel, qui a fait beaucoup d'études sur les IRM de stress, la vraie question, c'est de voir qui est-ce qui va vraiment améliorer les symptômes et le pronostic du patient. L'IRM, là-dedans, est une imagerie multiparamétrique qui permet de faire de la morphologie, comme on le voit en haut, qui permet de faire de la fonction là où il est, on peut dire, un peu la référence dans les techniques non invasives pour la fonction du ventricule gauche, du ventricule droit et aussi les volumes. On peut faire de la perfusion myocardique. On peut faire de la caractérisation tissulaire d'une part avec le rehaussement tardif et l'injection de gadolinium et le rehaussement tardif, mais aussi quelque chose qu'on fait qui fait partie des caractéristiques biochimiques, disons, de chacun de nos tissus et qu'en IRM on peut voir, c'est la caractérisation T1, T2, T2 étoiles, qui sont en fait ce qu'on appelle l'imagerie paramétrique. On peut aussi faire de l'étude fonctionnelle, cinétique, et ça c'est ce qu'on voit de l'autre côté, donc du strain, avec l'échographie, à chaque fois on joue en ping-pong, chacun s'inspire de l'autre, et là le strain qui était fait en écho, maintenant se fait aussi en IRM, et aussi l'imagerie de flux 4D sur tout ce qui est fonction. Donc ça, vous savez bien, on en a parlé tout à l'heure, de la scintigraphie, de l'échographie, de l'IRM, du scan et du PET scan pour voir la viabilité. De notre côté, quelque chose qui est assez important et qui a été à peu près au début des années 2000 un peu découvert, c'est cette injection de gadolinium et l'importance de l'injection de gadolinium dans les cardiopathie ischémique. Donc une fois qu'on injecte le ventricule gauche sur cette séquence de perfusion, là vous voyez peut-être le film, c'est mis en marche, vous allez avoir un rehaussement homogène de toutes les parois de votre ventricule gauche. Par contre, dans la zone ischémique qu'on voit ici avec les signes de flèche, va avoir un retard de perfusion comme on voit sur la courbe, et ce retard de perfusion donc est le signe de l'ischémie et d'hypoperfusion, des fois au repos, mais surtout sur les IRM de stress. Une fois que vous avez une lésion sur votre myocarde,
Une fois qu'on injecte ce produit de contraste, il va rentrer dans votre myocarde et il va aller dans l'espace extracellulaire autour, le gadolinium, et il n'y aura plus de lavage, il n'y aura plus de wash-out, et il va rester, et 10 minutes après, quand on refait une séquence et qu'on essaye d'annuler le signal du myocarde normal, toutes les zones nécrotiques, ou en tout cas où il y a la fibrose dense, vont rester avec ce gadolinium qui va être concentré dedans, ce qui fait qu'on va voir de façon très nette la zone morte, nécrosée du myocarde au sein de ce ventricule gauche. Et ça a été une sorte de petite révolution quand Kim a décrit ça, d'abord chez les chiens, en montrant avec une corrélation anatomopathologique très patente et très évidente, ces zones d'ischémie corrélées complètement de nécrose, excusez-moi. Donc depuis, on sait que vous avez différentes façons d'avoir du rehaussement tardif. Vous avez le rehaussement tardif qui est celui de l'ischémie, avec une transmuralité différente qui va de 25 à 50%. En gros, moins de 50% c'est viable et plus de 50% c'est dit non viable, en sachant que on va voir, il y a quelques finesses là-dedans. Et vous avez le rehaussement tardif d'autres types qui sont dits non ischémiques, avec la myocardite, qui est plutôt sous-épicardique, et autres maladies inflammatoires, le CMH, et la fibrose des cardiopathies dilatées, ce qu'on va retrouver aussi dans les cardiopathies ischémiques, parce que vous savez qu'une insuffisance cardiaque, même si elle est ischémique, elle va fabriquer de la fibrose. Cette fibrose, elle va éventuellement empêcher le cœur de bien récupérer après. Donc la viabilité en IRM, il y a plein d'études en effet qui montrent que quand le rehaussement tardif est à moins de 50% de transmuralité, est un prédicteur indépendant de la récupération après pontage, après dilatation, avec aussi, et là ça fait peut-être écho et ça répond à une partie de l'étude Revived. Il a été déjà montré que quand vous montrez que le nombre de segments non viable est supérieur, disons qu'il faut que le nombre de segments viables et normal soit supérieur à 10 pour que ça soit vraiment viable, et quand ils sont inférieurs à 10, et c'est vrai que quand vous avez une fraction d'éjection inférieure à 35%, il y a une grande partie qui est déjà non viable, il y a une grande partie qui est en insuffisance cardiaque, donc c'était déjà montré que ces gens-là, ils ne vont pas vraiment récupérer après revascularisation. En gros, quand vous avez votre zone de nécrose, vous avez ce patient-là qui n'a aucun rehaussement tardif, et on va dire qu'il a un myocarde viable. Après revascularisation, il n'y a que 80% de ces gens-là qui vont récupérer. Donc déjà, ces gens-là qui ont une bonne viabilité, ils vont récupérer que à 80%. Quand vous avez votre nécrose qui a moins de 25% de transmuralité, vous avez donc 60% qui vont récupérer. Quand vous avez entre 25 et 50, vous avez 40% qui vont récupérer. Et quand vous avez entre 50 et 75, là ça commence à devenir beaucoup plus délicat. Donc entre 0 et 10%. Et donc c'est là où on discute éventuellement de voir la réserve contractile ou pas. Certains pensent que c'est plus la peine, certains le font quand même. Et ici, vous voyez éventuellement bien sûr les gens qui ont plus de 75% ou quelque chose de transmural, et là c'est sûr que vous n'avez plus du tout de viabilité possible. Voilà par exemple un cas dont Philippe nous en a montré plein. Je crois que, ah oui, la flèche vous ne les voyez pas en fait. Donc vous voyez à gauche, normalement c'est supposé.
marcher, mais bon, des fois les fils ne marchent pas. Donc ça montre une dysfonction VG avec une akinésie de la paroi antérieure et avec votre séquelle de nécrose transmurale, l'apoptose, la paroi qui est toute fine et le thrombus qui est juste en regard, comme le montrait très bien tout à l'heure aussi Philippe. Donc pour nous aussi, l'amincissement fait partie des critères pour dire que la paroi n'est pas viable, avec une limite plutôt à 5,5 et 5 mm selon les études. On peut aussi en IRM faire ce qui est du Dobu basse dose pour essayer de voir la réserve contractile. On l'a fait beaucoup à un moment donné, surtout au début à Georges Pompidou. C'est vrai que en ce moment, on en fait beaucoup moins parce que c'est beaucoup plus lourd, le monitoring est plus difficile et les tests de perfusion ont montré qu'ils sont beaucoup plus sensibles. Alors que les tests dopamine low dose sont plutôt... Ah, merci beaucoup. Sont plutôt spécifiques. Mais sur ce côté toujours fonctionnel, il y a d'autres études qui ont montré que quand nous on injecte notre produit de stress, donc ça peut être persentine, adénosine ou régadénosone qui dure une dizaine de minutes, on peut faire du strain et ce strain a monté son intérêt dans plusieurs études, dans les obstructions chroniques, dans cette étude que vous voyez ici, et aussi, il y a plein d'études qui montrent qu'une fois que vous avez fait votre test de perfusion, qui est plutôt supposé être très sensible, vous pouvez y associer une étude du strain myocardique avec, comme en écho, le strain longitudinal global et circonférentiel global, qui sont les plus pertinents et qui vont montrer, en plus, apporter un peu plus de spécificité. Vous pouvez y associer aussi la dopamine à basse dose. Donc voilà un peu les performances qu'on voit de l'IRM par rapport aux autres techniques avec, vous voyez ici, une sensibilité, disons, de l'IRM et de la partie rehaussement tardif qui est de 95% et la dobutamine IRM qui est de 93% de valeur prédictive positive. Donc une bonne spécificité comme la dobutamine basse dose en IRM, en écho, avec une sensibilité à 80%. Donc on peut éventuellement allier ces deux côtés, sensibilité et spécificité. D'une part, dans les nécroses aiguës, mais aussi dans les nécroses d'une façon générale, il y a un autre élément qui est l'oblitération, l'obstruction de la microcirculation distale qu'on voit sous forme de non-reflow. Ça veut dire qu'une fois que vous avez votre perfusion au repos, sur le versant sous-endocardique, vous n'avez pas du tout de rehaussement pendant tout le cycle de la perfusion. Et c'est vrai que ces personnes-là vont avoir un bien plus mauvais pronostic, même après revascularisation. L'imagerie paramétrique, on en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que c'est quelque chose qui devient à la mode et vous allez sans doute voir de plus en plus d'études qui vont en parler parce qu'on peut détecter de la fibrose sur le reste du myocarde qui est disviable et sans doute ça va apporter quelque chose dans les années qui arrivent en montant un T1 augmenté. L'imagerie T2, là on s'en sert plus dans le pronostic des nécroses aiguës parce que vous savez que vous avez des zones un peu particulières comme ici on le voit. Hop, je sais pas. Ça marche? Je suis pas sûr que ça marche. Donc sur l'image d'IRM, vous voyez une zone complètement noire autour de rehaussement tardif. C'est pas un thrombus, c'est en fait ou de l'œdème cytotoxique ou une zone hémorragique. Et donc ces zones hémorragiques peuvent arriver, comme dans toute ischémie par exemple cérébrale, aussi au niveau du myocarde. Et là, le mapping T2 qui est très sensible à la méthémoglobine permet de mettre en évidence en fait ces zones hémorragiques dans l'infarctus aigu.
Donc d'une part, on peut avoir, comme ici sur l'autre image, de l'autre côté, un côté œdème cytotoxique qui permet pas le produit de contraste d'arriver. D'autre côté, vous avez ou le no-reflow ou le côté aussi de microcirculation distale qui est complètement obstrué. Et d'autre part, vous avez du noir à cause de l'hémorragie intramyocardique. Donc voilà en gros l'ensemble des choses qu'on pourra décrire dans notre compte-rendu, les segments nécrosés, la zone, la réserve contractile et l'importance de transmuralité. Ce qui est très important, c'est d'essayer de confronter, de combiner l'ensemble de nos trouvailles, la fonction, la perfusion et la caractérisation tissulaire, comme on le voit chez ce patient sur lequel on voyait une hypoperfusion, mais le film ne se déroule plus, et en le confrontant aux zones qui sont déjà infarcies, donc on voit la partie qui est viable et la partie qui est ischémique et non viable. Et cette étude SPINS a déjà montré qu'en confrontant des perfusions de stress à l'IRM, au rehaussement tardif, on arrive à voir tous les patients qui sont de bons pronostics, donc ceux qui n'ont rien, ils ont event-free, donc pas aucun événement cardiovasculaire à 5,5 ans à 99%. Philippe vous a parlé de l'IRM et du PET scan. Alors on peut faire aussi de la PET IRM avec des performances qui sont pas si mal, mais qui s'améliorent pour le PET IRM. Là, ce sont de toutes nouvelles études qui commencent à sortir, mais c'est vrai que la vraie question, comme le faisait remarquer Philippe tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui reste de la viabilité avec toutes ces nouvelles études? Est-ce qu'on garde ce qu'on faisait avant? Ça veut dire qu'une fois qu'on a du rehaussement tardif qui est inférieur à 50%, on va faire nos tests de réserve contractile pour voir s'il reste de la viabilité ou pas. Et si on a plus, on arrête et on fait le traitement médical, surtout avec l'arrivée de Stitch, de Revive, et de toutes ces études, mais peut-être que la vraie question, c'est de se demander quel cœur on aimerait choisir avoir, celui-là ou celui-là. Merci de votre attention.